Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus. Nous sommes jeudi, donc nous parlerons anthropologie noire avec notre expert des humanités classiques africaines Yousseré Kalala Omotunde. Ce sera après la coupure pub de 19h, mais pour l'instant, place au JT. Nous sommes le jeudi 3 mars 2022 et nous sommes au 7e jour de la guerre russo-ukrainienne et les négociations de ce matin n'ont finalement rien donné. Suite à son entretien avec Vladimir Poutine, Emmanuel Macron a indiqué que le président russe poursuivrait ses objectifs, à savoir démilitariser et dénazifier l'Ukraine. Une folie et un acte impardonnable pour l'Occident et les pays membres de l'OTAN qui s'empressent de sanctionner la Russie sur le plan économique. On a des sanctions qui pleuvent de partout, des attaques qui ne dissuadent pas Moscou pour autant, qui maintient l'intervention et continue de progresser donc en Ukraine. Une guerre dont les conséquences se font sentir sur l'économie française avec l'augmentation du prix du pétrole et du gaz par exemple. Notez effectivement de sacrées augmentations pour ce mois-ci, à savoir 1,86 € quand même pour le sans-plomb. Je crois qu'on a littéralement battu tous les records. Initialement victorieuse à la primaire socialiste, Christiane Taubira ne sera pas la candidate de la gauche et ne sera pas candidate du tout. L'ex-garde des Sceaux renonce à la course à la présidentielle, faute de parrainage. On dirait qu'elle n'était pas très motivée non plus. En tout cas, Emmanuel Macron, lui, après un faux suspense, a déclaré sa candidature aujourd'hui. Le président candidat a écrit une lettre aux Français. Il copie un peu le principe de Mitterrand. Pour le coup, il aime bien reprendre Mitterrand ces jours-ci. En tout cas, dans ce courrier, il explique que pour faire face aux défis futurs, il faudra travailler plus tout en poursuivant la baisse des impôts sur le travail et la production. Il a d'ailleurs tout un programme pour pallier aux inégalités sociales, redorer le statut et le salaire des professeurs, mais aussi offrir aux seniors une fin de vie plus décente, ce qui n'est pas pour leur proposer en fait. Mourir seul et maltraité dans un EHPAD après 40-45 ans de bons et loyaux services, c'est vrai que c'est pas top du tout. Et notez également que le vaccinodrome de Paul Caraïbe a fermé ses portes. Vous devrez donc vous rendre dans les autres centres de vaccination du département, tant qu'il en reste. Et notez également que le pass vaccinal prendra fin le 14 mars prochain. Enfin, pas tout à fait. Le Premier ministre Jean Castex a dit qu'ils avaient un plan de sortie de crise assez simple. Je vous laisse en juger. On l'écoute. Et deuxième mesure qui reste en vigueur, le pass sanitaire, ça concerne les établissements de santé, les maisons de retraite, les établissements accueillant des personnes en situation de handicap qui sont particulièrement fragiles. Là, le pass sanitaire reste en vigueur, de même que l'obligation vaccinale qui s'applique aux soignants. Et deuxième mesure, à la même date, on a voulu quelque chose de simple, fin du port du masque obligatoire dans tous les lieux où il est encore applicable, c'est-à-dire plutôt à l'intérieur, sauf, je le précise bien pour vous, il y a deux mesures qui continuent à rester en vigueur. Le port du masque restera obligatoire dans les transports collectifs de voyageurs. Je vous annonce qu'à partir du lundi 14 mars, nous allons suspendre l'application du pass vaccinal partout où il s'applique. Je vais revenir sur le pass sanitaire qui reste dans les établissements de santé, mais pour le reste, dans les restaurants, dans les théâtres, enfin vous connaissez ça les gens parfaitement. Donc, on a pris l'habitude. Oui. Je pense, et c'est très bien parce qu'il fallait se conformer à ces règles du jeu. Donc première mesure, à partir du 14 mars, suspension du pass vaccinal. Et voilà 20 jours maintenant que Denis Delumeau est en grève de la faim. Un cri de détresse pour cet agent hospitalier suspendu pour avoir refusé le vaccin expérimental. Pour l'accompagner dans ce défi pour la vie, le docteur Mona Edreville se tient à ses côtés. Après avoir reçu de nombreuses attaques de la part de la direction de l'hôpital, l'ex
directrice des urgences cardiologiques, a accepté de nous répondre. Pour cette dernière, il faut absolument réparer la médecine. On l'écoute. Je suis restée effectivement très silencieuse ces derniers temps parce que parfois il faut être au loin pour mieux juger, pour mieux analyser, surtout quand on a pris déjà beaucoup de coups. Donc il faut se réparer. Donc c'était le temps de la réparation et l'action de Denis en fait est là pour renforcer cette réparation de la médecine. Et le serment, oui, le serment des médecins, c'est un serment qui à l'origine vient du continent africain. Et ce serment révèle à quel point la vie est sacrée et à quel point la vie doit se respecter. Aucune décision ne peut être prise pour soigner un être humain sans son consentement. C'est la base. Les Guadeloupéens ont manifesté tellement de solidarité et de force. Le collectif des organisations en lutte nous a servi de bouclier pendant plusieurs mois. Et de voir qu'on était tous sur la même longueur d'onde, même ceux qui ne sont pas là, qui ne sont pas dans les marches, qui ne sont pas dans les meetings, mais nos cœurs sont connectés. Et parce que Denis est rentré en compétition pour la vie, eh bien, il fallait son staff, il faut ce staff là avec lui. Et c'est avec fierté et honneur que j'ai accepté de l'accompagner dans ce défi pour la vie, ce défi d'amour. Donc on l'a mis là dans un soin intensif d'amour, de solidarité, avec une surveillance 24 heures sur 24, tant médicale que sécurité. Et nous qui continuons, nous qui prenons plus force parce que de toute façon, c'est les valeurs de l'humanité que nous respectons. Donc il n'y a aucune raison que nous ne gagnions pas ce combat. Et les collectes de sang mobile organisées par l'établissement français du sang sont à l'arrêt. En cause, la suspension d'agents non vaccinés et la mobilisation contre l'obligation de se faire injecter. En temps normal, les stocks sont déjà bas et il est difficile de pallier à la demande. Mais sans cet outil, eh bien, c'est encore pire. Certains salariés alertent sur l'insuffisance des dons venant de l'Hexagone qui manquent de phénotypes particuliers comme ceux nécessaires pour les malades de la drépanocytose. Le reportage. À partir d'aujourd'hui, le camion de collecte ne sort plus pour collecter des produits sanguins, du sang, des dons de sang, pour l'établissement de Guadeloupe et de Guyane. Il y aura des répercussions forcément puisque si on ne collecte pas, et puis c'est l'activité première de l'établissement français du sang, la collecte. Donc si on ne collecte pas du sang, si les collectes se font uniquement, enfin les dons de sang ne sont faits que sur le site fixe, oui, il y aura une situation, inquiétante. Alors même si la France, enfin les établissements hexagonaux envoient du sang comme il arrive quelquefois, les sangs qui sont envoyés, les culoglobulaires qui sont envoyés ne sont pas toujours compatibles avec ce dont on a besoin en fait. On a des besoins particuliers pour des personnes qui ont des phénotypes particuliers, parce qu'on a des phénotypes particuliers dans cette population afro-antillaise. Et ces phénotypes particuliers, ils nous sont utiles pour transfuser des drépanocytaires, entre autres. On a eu des contacts avec les collègues qui ont commencé à travailler en 12 heures et qui nous disent qu'ils ne vont pas tenir longtemps, puisque ce qu'il faut savoir aussi, ce qu'il faut comprendre surtout, c'est qu'il y a déjà un moment que les organisations de travail sont mises à mal avec la crise Covid. On avait déjà un service minimum pendant la crise sanitaire et puis les personnels sont épuisés après 2 ans de crise sanitaire, de planning modifié, je dirais pas tous les jours, mais de planning modifié sûrement.
Un reportage signé Olivier Félix. Et à 2 semaines effectivement de la levée du pass vaccinal et probablement du port du masque obligatoire, eh bien les enseignants affiliés UNSA, eux, sont mobilisés pour obtenir plus de masques. La rectrice n'a visiblement pas tenu parole sur les livraisons. On les écoute. À l'Éducation nationale, la rectrice nous avait promis des masques depuis le 24 janvier. C'est sa circulaire et son courrier qui a été édité. Jusqu'à l'heure, pour l'ensemble et la grande majorité des personnels, on remarque que ces masques-là ne sont pas arrivés, en tout cas dans les mains des personnels. AESH, enseignants, aides éducateurs et tous les personnels qu'on a questionnés nous ont répondu pas de masques. Il y a quelques collègues qui nous ont dit effectivement qu'ils ont reçu des masques à Saint-Martin, mais pas en Guadeloupe. Les masques chirurgicaux, ils sont en quantité infime dans les établissements. Et donc, à la limite, à chaque fois qu'on nous dit oui, on fait quelque chose, eh bien, c'est de la communication, c'est de la com, et on ne valide pas ça directement sur le terrain. Et moi, ça me pose réellement problème au niveau du SEUNSA. Chacun doit assumer ses responsabilités. Le rectorat, s'il n'assume pas la sécurité des personnels, les personnels auront la possibilité de se mettre en retrait, en droit de retrait, parce qu'ils n'ont pas justement ces masques-là qui leur sont dus. On demande que les masques chirurgicaux, comme normalement doit être le cas, doivent être disponibles dès la rentrée, dès le 8, le lundi 7. Et sinon, on va demander aussi à chaque enseignant, chaque personnel, chaque AESH, assistant d'éducation aussi, de saisir le CHSCT pour une rupture d'égalité, une rupture de sécurité, de protection et une rupture de protocole. Il ne faut pas qu'on continue, entre guillemets, les mêmes erreurs qu'on a déjà fait par le passé. Le rectorat n'arrive pas à fournir les masques en quantité suffisante pour l'ensemble des personnels. Il faut que les masques soient disponibles pour les personnels le 7 au matin. Rien d'autre. Et maintenant, je reçois Christian Georges du Syndipro. Bonsoir, monsieur Georges. Bonsoir. On a fait un point il y a quelques semaines, puisque vous représentez le milieu de l'événementiel ici en Guadeloupe. On a entendu un peu les annonces qui ont été faites. Au national, tout a déjà repris. Ici, ça prend du temps. On en est où ? Pour l'instant, on est au statu quo. C'est vrai qu'il y a toujours eu un décalage de 3 à 4 mois entre les dispositions qui sont prises dans l'Hexagone et le local. Donc nous avons eu des entretiens humainement difficiles parce que nous sommes bloqués sur beaucoup de choses. La seule polémique qu'il pourrait y avoir aujourd'hui, c'est de ne pas comprendre un petit peu pourquoi on est toujours en couvre-feu, pourquoi on est fermé, pourquoi on ne peut pas travailler, pourquoi les gens ne peuvent pas danser et qu'on a l'impression qu'on est en train de couper tous les liens sociétaux qui existent. Et je pense qu'aujourd'hui, on a affaire à... C'est pas une rébellion, c'est plutôt ne plus accepter. On n'est plus dans l'acceptation, ce serait plutôt les morts vivants qui essayent de ne pas se laisser entraîner vers la tombe. Et en ce moment, les moyens ne sont pas en phase avec les décisions du préfet, puisque les compensations n'arrivent pas, que nous ne sommes pas éligibles en Guadeloupe au Fonds de solidarité depuis le 1er novembre, qu'on a eu une réunion, donc on va passer le week-end là pour leur donner le temps de savoir si le gouvernement accepte ou pas, j'allais dire de manière exceptionnelle, mais il n'y a rien d'exceptionnel dans la mesure qu'on a réellement eu un couvre-feu, et que s'ils pouvaient au moins tenir compte de la partie humaine de cet aspect économique, je pense qu'il y a des gens à qui ça ferait du bien. Je vous rappelle quand même qu'il y a des discothèques, dont 5, qui n'ont toujours pas reçu leur volet 2 depuis novembre 2020, que la majorité des restaurants ou des producteurs de spectacles ou sonorisateurs, enfin tous ceux qui composent le Syndipro, puisqu'on est assez large, depuis le 1er novembre, on n'a pas accès au fonds de solidarité, et pour des raisons simples, c'est qu'apparemment le couvre-feu n'était pas sanitaire. D'accord. Donc, sous ce motif-là, il n'y a pas eu aussi les 20 jours de couvre-feu en novembre et en décembre. Je vous rappelle qu'on sort de l'état d'urgence et du déconfinement vers le 15 novembre, si je ne dis pas de bêtises, et le 18, les mouvements sociaux commencent. Donc on a ouvert 3 jours.
et on reprend le 20 ou le 18 décembre. Donc, quand on vous a été fermé depuis juillet, août, septembre, octobre, et que ça vous arrive, je ne vois pas la différence, surtout en termes juridiques, que le couvre-feu, c'est un couvre-feu. Donc, j'appelle pas ça de la rébellion, le fait que tout le monde... Parce que tout le monde a repris un peu les non, activités. Mais c'est clair que les gens sont un peu dans la défiance, mais ça n'en est pas, c'est juste de la survie. Et bon, après, il y a les annonces fracassantes. Bon, je ne suis pas partisan de ça. Mais d'un autre côté, quel choix vous donnez à quelqu'un qui a des rétroactivités en instance depuis 3-4 mois, à qui on ne parle pas, et qui en plus ne touche pas novembre, décembre. Nous sommes le 3 mars, le 4 mars, le 3 mars. Janvier n'est toujours pas en ligne, février, on ne sait pas quand. Donc, il y a quand même un moment, le ras-le-bol et l'asphyxie. Donc, qu'est-ce que vous avez comme choix que de se dire que si j'ouvre, j'aurai un peu de cash, je pourrai payer quelques factures. Il y a des loyers qui sont en retard, il y a les charges qui sont en retard, il y a plein de choses. Donc, la seule chose qui a plus ou moins bien fonctionné, c'est le chômage partiel pour la majorité d'entre eux. Je tiens compte du fait qu'il y en a quelques-uns qui n'ont pas eu tout ce qu'il fallait. Et c'est vrai qu'il y a eu des fermetures administratives parce qu'on a surpris des gens en train de danser par-ci, par-là, ou d'autres, et ça je veux bien l'admettre puisque je suis toujours dans la transparence, il y en a d'autres qui ont carrément dit, nous, on ne peut pas mettre les clients dehors à 23h, ils ont continué et ils ont eu ce qui devait arriver. Donc sanctions, les amendes, voilà. Les procédures. Alors la question, c'est vrai que la justice n'est pas juste, mais la question c'est de savoir est-ce que c'est juste. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on voit des choses, et vous avez remarqué que le Syndipo ne s'est jamais prononcé sur le carnaval. Au contraire, on a dit, s'ils l'ont eu, tant mieux. Bon, ils l'ont fait, mais il ne faut pas qu'on nous dise qu'on ne peut pas ouvrir, parce qu'on est peut-être qu'il y aura une recrudescence du Covid. Il y a un moment, les gens ont besoin de travailler. On ne peut plus assumer, apparemment, question argent. La Guadeloupe n'est pas forcément dans la résilience. Je ne sais pas si vous avez connu Hugo, mais nous sommes dans le rebond. C'est-à-dire que Hugo était à peine passé, que même si c'était des toiles, mais les maisons étaient déjà reconstruites. Je veux dire qu'on ne va pas attendre 107 ans qu'on décide. On a l'impression que les gens sont en train de quémander ou demander ou supplier. Ça ne va pas être le cas. Et je pense que on parlait de comorbidité au début de la pandémie. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que la pandémie a aidé à sortir de ces difficultés antérieures qui n'ont jamais été réglées. Donc aujourd'hui, les gens veulent travailler, répondre à leurs besoins. On a demandé depuis juillet 2020... Mais comment réagit le préfet, puisque vous avez annoncé que les activités allaient reprendre? C'est le cas. Sur les réseaux sociaux, on voit bien que tout le monde fait un petit peu la fête en ce moment. Donc comment a réagi finalement le préfet? Je n'ai pas encore de retour, je veux dire direct, puisqu'on lui a demandé une audience et qu'on a été reçu quand même par des gens compétents. Je pense que ça ne doit pas faire plaisir, certainement. Je pense qu'il ne faut pas qu'il oublie qu'en face, il a des pères de famille et des mères de famille, et que les gens, des fois, n'ont même pas de quoi acheter le lait le matin. Donc la vérité, c'est que l'acceptation n'est plus dans les tuyaux, c'est comment on fait pour survivre. Alors, comment ils ont réagi? Pour l'instant, je n'en sais rien. Je vais simplement dire que nous, on a eu une réunion vendredi, qu'elle ne s'est pas bien passée, qu'on n'a pas eu les résultats escomptés, qu'on a appris que finalement on n'aurait pas novembre et décembre 2021, mais que eux, le pouvoir local, essayent de négocier avec le gouvernement. Je pense que, honnêtement, que beaucoup de gens pensent qu'ils sont punis par rapport aux événements ou que la Guadeloupe est punie, mais j'avais quand même prévenu. C'est vrai que je ne suis que président de 300 personnes, donc c'est peut-être rien, mais des fois rien a changé la face du monde. J'avais prévenu que les silences de la Guadeloupe étaient plus probants que tous les tohu-bohu qu'ils pouvaient avoir en Martinique ou ailleurs, parce que quand ça va se réveiller, ça va faire mal. Bon, je pense que le Syndipo a cette capacité d'anticiper. On avait demandé l'anticipation du premier trimestre 2022. On n'a pas été écouté. Et par contre, parallèlement à l'État, puisqu'on ne peut pas tirer sur l'État à boulet rouge, parce que c'est quand même un interlocuteur où il y a le dialogue tendu, jamais coupé, on peut être en désaccord, mais ils sont là. Par contre, à cette réunion, on attendait... on avait demandé la même réunion, puisqu'on a envoyé le même mail aux deux. Il y en a un qui a répondu, c'est le préfet à travers ses représentants.
Mais par contre, la région est aux abonnés absents. Je veux dire que il faut quand même avoir les finances parce que la région est déjà soutenue. Si effectivement, il y a... Monsieur, si vous prenez le total de ce qu'ils ont donné et que vous divisez par 18 mois, ça fait même pas 200 euros. Ou 150 euros par mois. D'accord. En Martinique, ils ont donné 32 et 22 000 euros. Là, on a 4 000 et 3 000. Donc, je veux dire... D'accord. Et ce sont les mêmes sociétés, à peu près les mêmes chiffres. Bon, dans les restaurants chez nous, s'il n'y a pas l'État qui donne le fonds de solidarité ou qui permet de rattraper, même lentement, je peux dire qu'un restaurant qui a 4 000 euros d'aide alors qu'il fait 1,4 million ou 600 000 ou 700 000, je veux dire, il y en a qui n'y vont même pas tellement ils trouvent ça ubuesque. Mais par contre, dans cette réunion, on s'attendait à avoir des gens qui pouvaient nous répondre sur l'aide à l'investissement que le président de région avait demandé aux discothèques et aux restaurateurs de faire, puisque plus une entreprise est fermée, vous savez qu'on perd le matériel, on perd la clim, on perd plein de choses. On avait des briefs justement pendant l'émission. Là, il n'y a toujours rien, on n'a pas eu la personne compétente pour nous répondre. Le fonds de résilience qu'ils ont créé pour aider à la trésorerie est traité comme si c'était un prêt bancaire. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas alourdir les entreprises, alors qu'ils l'ont créé dans le contexte de la pandémie pour aider à la trésorerie. Il y a contradiction et paradoxe. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire ? Le fonds TPE, il n'est pas cumulable avec l'aide de la restauration et de l'événementiel. Je suis désolé, si vous faites une aide TPE alors que nous sommes les plus concernés au nom de l'intérêt général, on nous a plus fermés que personne. Je pense qu'il y a des entreprises qui peuvent aller vers cette aide-là, puisqu'il faut traverser le désert ou ce qu'on veut pour pouvoir tenir jusqu'à la fin éventuelle d'une pandémie. Donc, à un moment donné, on ne comprend pas la logique. Donc, aujourd'hui, si tant est que ça déplaît la manière dont on fait, dont on parle ou dont on agit, c'est parce que derrière, il y a des employés. Derrière, il y a des trucs sérieux à payer. Sincèrement, on est déjà dans les CFE, on est déjà dans plein de choses. Ceux qui connaissent... Les fichages, voilà, Banque de France et consorts. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, si à l'URSSAF, on demande un moratoire, eh bien, on nous répond de faire une proposition. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas parler avec quelqu'un pour savoir comment on le met, combien de temps on peut l'étaler, sur quoi. En juillet 2020, on avait demandé que les charges sociales soient exonérées ou bloquées, gelées. Bon, apparemment, ils s'en occupent maintenant, 2 ans après. Je veux dire que c'est là qu'on perd du temps, puisque dans la réalité des faits, la machine ne s'est jamais arrêtée. Elle ne s'est jamais arrêtée. Donc, OK, ça ne fait pas bien au sein de la République, dans une nation, que des gens soient borderline ou vont ouvrir au-delà de 23 heures et essayer de faire un peu d'argent, parce que le lendemain, au-delà des courses et du quotidien, il y a des dettes. Puisque quand les restaurateurs sont ouverts, je le dis depuis le début, ça ne sert à rien d'ouvrir des restaurateurs sur une amplitude horaire qui ne leur donne pas le temps par rapport à notre façon de vivre, de rentabiliser, et que ce sont des machines à faire de l'endettement. Après qu'on se le dise, Monsieur Georges, certains effectivement du Syndipron ont arrêté de fonctionner, mais beaucoup d'entreprises ont continué, et les décisions qui ont été prises, sur la base sanitaire, là effectivement il faut revoir les données, on attend de voir les dernières publications pour voir si on est pas dans une meilleure situation. Apparemment, le couvre-feu va continuer. Comme quand il y avait le carnaval, il y avait le couvre-feu. Et donc là... C'est paradoxal d'avoir un carnaval et d'un couvre-feu, donc manifestation de grande envergure, des milliers de personnes présentes, non masquées pour la plupart. Au risque de déplaire, je dis oui. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut un peu libérer les gens et on ne peut pas leur enlever tous leurs points de repère de leur vie et de leur manière de vivre. On dirait qu'on veut éteindre. Restaurant, c'est fini. Cinéma, c'est fini. Carnaval, c'est fini. Je veux dire qu'à un moment, on nous désocialise et on nous rend un petit peu amers et prisonniers chez nous. Donc, à un moment donné, il faut se dire, bon, il y a peut-être une part de risque à prendre, ou pour une fois, écouter la minorité qui dit fermer l'aéroport, ou qui dit arrêtons de laisser les marinas se remplir. Je veux dire qu'on ne peut pas, au nom d'une sacrée économie, faire en sorte que, ma foi, on peut perdre 2-3 000 personnes en route, c'est pas grave. Je dis non. Donc aujourd'hui, de la même manière qu'il y avait le carnaval, le couvre-feu, l'interdiction de danser, maintenant je pense qu'il y aura le couvre-feu, certainement l'interdiction de danser, mais que les discothèques pourront ouvrir de demain ou après-demain. Donc, je ne cherche pas l'incompréhension, je dis simplement que comme on a tellement crié fort pour les discothèques, ils vont ouvrir. Mais seulement, il y a des choses qui se passent dans des bars, il y a des choses qui se passent dans des restaurants. Tant que c'est là,
même s'il y a interdiction de danser. On peut maîtriser. On va ouvrir des boîtes de nuit avec interdiction de danser. Non, s'ils ouvrent, là, ils ont le droit d'ouvrir en tant que bar. En tant que bar. En tant que bar seulement. Mais à partir de demain, je pense que ça va être autre chose. Mais admettons. Mais le problème, c'est qu'il se crée un nouveau système. L'informel prend du poids, c'est-à-dire que les villes a déjà pris du poids, monsieur Georges. Non, mais il avait du poids avant la pandémie. Déjà avant la pandémie, il était aussi mais plus puissant que nous. D'accord? Si ce n'est pas plus, puisqu'ils étaient même sponsorisés. Ou ils avaient des subventions. Donc, maintenant, ils ouvrent, lieu tenu secret, et ils font leurs affaires. OK. Mais ce n'est pas à moi, syndicat, d'aller dire que j'ai des collègues qui vont prendre le maquis. D'accord? Non, mais tout le monde prend le maquis, au final de compte. Tout le monde prend le maquis. Oui, même les cigarettes. Non, c'est pour vous dire qu'il y a la perte totale de maîtrise de tout. Donc, à un moment donné, c'est soit on est compatissant et qu'on accompagne un petit peu. Je veux dire que j'ai entendu dire que le carnaval ne se terminant pas à l'heure, les gendarmes arrivaient. J'ai trouvé ça un peu dur. Ils ont quand même gazé les gens aussi à Pointe-à-Pitre. J'ai cru comprendre ça, je ne l'ai pas vu. Mais je pense que ça fait 2 ans qu'on est prisonniers. Pourquoi nous? Donc là, on apprend des choses qui ne sont pas en corrélation avec la Guadeloupe. C'est le retrait du pass, le ceci, le cela. Je reconnais qu'il y a une tension à l'hôpital, donc on n'a pas le même rapport. Il peut y avoir 400 000 positifs en France, et nous, peut-être que si avec 50, on est mal. Cependant, avant la pandémie, le problème de santé, du service de santé ou du schéma de santé, ce n'est pas de notre faute. Je n'ai pas à payer les conséquences. C'est comme le schéma culturel aujourd'hui. Vous empêchez aux 2 jambes de l'événementiel, de la culture de marcher ensemble. C'est-à-dire le monde artistique et la restauration ou les lieux. Hein? Vous empêchez à ces 2-là de fonctionner et vous nous dites non, il se pourrait que ça redémarre. Merci beaucoup en tout cas Christian Georges d'être venu sur ce plateau ce soir nous faire état un peu de la situation des organisateurs événementiels mais aussi des restaurateurs de l'archipel qui depuis 2 ans effectivement sont empêchés de travailler et visiblement vous n'avez toujours pas d'embellie. Dernière réunion on attend l'après-week-end pour voir si certaines choses se débloquent et puis après moi je ne suis pas maître du jeu, c'est les mandants qui décident de ce qu'ils font. En tous les cas, merci encore. Et suite à la visite de chantier de la plaine à Capesterre-Belle-Eau, les producteurs de bananes présentent leur projet. À terme, une usine d'emboîtement et une mûrisserie verront le jour. Une manière d'aider les nouveaux agriculteurs et les petites exploitations qui n'ont pas les capacités d'investir dans des équipements robotisés. La ville entend aussi permettre des visites industrielles sur le site. Le reportage. Suite à la visite du chantier de la plaine, nous avons présenté la structuration du projet qu'on a à Moulin-à-Eau, qui est un projet plus ambitieux, plus important, qui va concerner plus de planteurs et aussi plus d'activités surtout. C'est-à-dire on va profiter de l'emplacement stratégique de ce site en bordure de la nationale, le long de l'allée du Manoir, pour non seulement mettre une station de conditionnement collectif pour les petites et moyennes exploitations modernes, et aussi construire une mûrisserie. Et ce qu'on veut aussi faire, c'est profiter de cette opportunité pour faire en sorte que ces sites puissent être visités dans le cadre du respect des règles de sécurité, en apportant de l'information à la population locale, c'est-à-dire aux visiteurs, et également aux touristes, afin qu'ils connaissent mieux comment on produit la banane et qu'est-ce que la banane sur le territoire. La ville de Capesterre-Belle-Eau est ravie donc de voir aujourd'hui cette dynamique qui est enclenchée donc par les producteurs de bananes, nous permettent donc de pouvoir maintenant projeter la filière en termes d'emploi, en termes de dynamisme et d'attractivité. Et avec ce fort chômage que nous avons sur notre territoire, il est indispensable pour que la collectivité de Capesterre-Belle-Eau, que nous puissions donc nous situer donc au cœur de ce projet, en faisant le lien entre toutes celles et ceux qui viennent en quête d'emploi au sein de la ville. Donc nous avons mis en place récemment donc une entreprise d'insertion que nous mettrons donc à disposition donc du groupement donc des producteurs de bananes, de manière à pouvoir former les jeunes, les préparer en fait à pouvoir s'insérer au sein donc de ces différentes exploitations, afin qu'en bout de course qu'ils puissent trouver un emploi qui soit pérennisé. L'activité de la production même bananière se complexifie et ça demande de plus en plus de moyens. Et
on risque d'avoir un décrochage, c'est-à-dire si les petits et moyens d'exploitation notamment n'ont pas les moyens d'investir, eh bien, ils vont se marginaliser et notamment les nouveaux agriculteurs ne pourront pas rentrer. Parce qu'aujourd'hui, ce sont des investissements lourds. Une fois que vous voulez améliorer les conditions de travail, c'est-à-dire mettre un palettiseur, des convoyeurs automatiques, robotisés, automatisés, ce qui est dans l'air du temps, c'est impossible à faire sur une petite exploitation. Donc c'est un vrai défi, mais c'est un défi qui peut encore renforcer la compétitivité de la filière et sa durabilité. Dans le cadre du projet que nous portons, Capesterre Bello, une ville nouvelle, nous avons surtout cette volonté d'obtenir le label ville touristique. Donc nous avons l'an dernier signé une convention avec le CTIG pour donner plus de visibilité à nos acteurs économiques, à nos sites, parmi lesquels le LPG doit pouvoir profiter de ceci. Et donc nous avons balisé avec le CTIG un circuit pour pouvoir présenter aux différents touristes qui viennent en Guadeloupe un certain nombre d'exploitations, comment on plante, comment on pousse et comment on récolte le fruit de la banane et surtout pouvoir aussi leur proposer le produit et les produits transformés directement sur les exploitations. Donc ce qui devrait à terme offrir de la visibilité à nos producteurs, leur offrir aussi de nouvelles sources de recettes, mais surtout faire de Capesterre Bello ce territoire incontournable. Et hier, le journaliste et présentateur du 13h de TF1, Jean-Pierre Pernaut, est décédé. Ce dernier était atteint d'un cancer des poumons et se battait contre la maladie. Récemment, sa famille lui faisait part des complications qu'il connaissait suite à la vaccination contre le Covid avec une série de mini-AVC. En tout cas, personnellement, je pense que peut-être vous aussi, bien j'étais un grand fan de ces répliques inattendues pendant le JT. Un petit peu d'inspiration, vous voyez, faites le parallèle un petit peu, non? Oui. Et effectivement, l'intérêt aussi qu'il portait à tous les petits villages de France, toutes ces petites villes sur lesquelles il mettait les projecteurs dans chaque édition. En tout cas, la France perd vraiment un journaliste intègre qui ne se laissait pas séduire par les versions officielles. Et je tenais à vous passer effectivement cet extrait où il expliquait pourquoi il se méfiait de ce que l'État pouvait raconter. Regardez. Et oui, les mensonges d'État existent bien et il faut effectivement s'en méfier. N'est-il pas? Et notez autre chose, c'est que les journalistes ne sont pas des porte-parole du gouvernement ou des gouvernements successifs. Ils ont leur propre porte-parole, n'est-ce pas? Et ça devrait se limiter à la personne de Gabriel Attal pour cette mandature. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que le pass vaccinal et l'obligation de porter un masque devraient sauter le 14 mars prochain. On aura quelques petites adaptations comme toujours, exception française, n'est-il pas? En tout cas, restez branchés sur Canal 10. Moi, je vous retrouve demain. Bisous, bisous tout le monde. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le jeudi anthropologie avec Niosere Kalala Omotunde. Ce sera tout de suite après la coupure pub. Et avant cela, jeudi, bonsoir à Claudie Giraud-Girard, à Teddy Chelnico, bonsoir à Ampasav Mako, bonsoir à Philetas Myriane, bonsoir à Marilou, à Giovanna Yoli, à Cosette Drassi. Merci pour la chemise. Et moi, je dis merci à Michel pour ce beau cadeau. Merci aussi et bonsoir à Fanny Deka, bonsoir à Jimmy Kamagouvalia, j'espère que tu vas bien Jimmy. Bonsoir à David VST, bonsoir au général Franck Abar, bonsoir à Abrin Gervaise, à Fritz Beuve, à Wilma Blondeau, bonsoir également à Mike Toncourt, à Rose Commun, à Camille Julan, bonsoir à Vivi Desil, à Nadir Jamela, Alex Calviac, bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. On passe un petit coucou à nos confrères de RT France et de Spoutnik qui ont disparu des réseaux français. Eh bien oui, le gouvernement a décidé qu'il faisait de la propagande pro-russe. Donc effectivement, le média RT France et le média Spoutnik ne sont plus disponibles sur les réseaux. Pour accéder à leur page, c'est très compliqué. J'ai même du mal à accéder à la page du Kremlin. Pour vous dire, c'est compliqué d'avoir des informations côté russe ces temps-ci. Mais vous avez vu, il y a tension. On se quitte pour une page de pub et on revient.